Donc tu peux dire, oui, je ne suis pas d'accord. Mon frère, c'est la passion de ma vie. Passer au naturel, hein. C'est pas quand on a fait dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. D'abord, j'aurais couché avec un Allemand, forcément. Merde, je suis en train de mettre la main dans la flotte. J'avais pas vu. En plus, je regarde mes filles, je relève la tête, magnifique. Tu es né à Paris, au cœur battant de la ville, avec ce regard vif, curieux, indocile. Des beaux-arts aux journaux, les mots comme alliés, tu cherchais dans l'écriture une façon d'exister. Dans Géo ou VSD, tu as tracé ton chemin. À TV Mag, la télé s'est invitée dans tes mains. Puis la radio a choisi ta voix singulière. Sur RTL, chaque matin, tu faisais vibrer l'air. À la télé, tu n'as jamais eu peur d'oser. Le franc-parler comme boussole, sans jamais reculer. Du grand journal à TPMP, tu as marqué ton temps. Avec ce mélange rare de tendresse et de franc. Mais derrière la chroniqueuse, il y a la femme. Une épouse, une mère, une présence et une flamme. Et si Paris t'accueille, ton cœur, lui, se souvient de la Savoie éternelle, ses lacs et ses chemins. Un coin de campagne, une vache dans les prés, voilà le paysage qui te fait respirer. La vie t'a souri, parfois elle t'a blessé, mais toujours debout, tu as continué d'avancer. Et ce jour, dans The Brain, tu viens déposer des fragments de parcours, des éclats de vérité. Alors, prends place, respire, laisse parler ton chemin. Isabelle, bienvenue, ce moment est le tien. Alors écoute, c'est limite émouvant. Eh ben, c'est gentil. Limite émouvant. Merci d'avoir cité les vaches. Bonjour, c'est Isabelle Morini-Bosc, aujourd'hui sur The Brain, avec l'aide de Gift Asso. On est là pour soutenir l'association Média Handicap, créée par Sébastien Proyat, pour venir évidemment en aide aux personnes en situation de handicap, auxquelles la société ne pense pas beaucoup. On remercie donc Isabelle Morini-Bosc de prêter son image. On créera des cartes virtuelles et physiques à l'effigie d'Isabelle qui s'affichent juste ici, pour que vous puissiez les acheter. Et merci pour votre contribution et l'achat des cartes. Allez, je vous laisse écouter la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur The Brain. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'ai l'immense plaisir, et c'est un vrai bonheur, de recevoir. Ma première question, elle porte un petit peu justement sur ton enfance. Tu es né donc d'un père savoyard et d'une maman brésilienne. Alors, ouais. Pardon, c'est plus compliqué que ça parce que mon père est nîmois. D'accord. Un vrai provençal. Ok, donc pas du tout. Bosque, c'est un nom du Midi. Bosque, Bosco, c'était bois. Il y a une rue des Bosques à Nîmes. Okay. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi, ça fait partie des non-dits familiaux. Il a été placé en orphelinat alors que son père était vivant en Haute-Savoie, à Douvaine. Et voilà. Et son père a été fusillé par les Allemands. Il était résistant. Et voilà. Et ma mère, elle, est née au Brésil. À Sao Paulo, elle a vécu 18 ans à Rio, d'un père français, savoyard, lui, mais qui était diplomate et qui était consul général de France au Brésil. Et donc, ma mère a vécu ses 18 premières années là. Et comment ils se rencontrent alors? Alors, mon père était orphelin avec une bourse. On n'aimait pas beaucoup les boursiers à l'époque, les pauvres. Et il a payé ses études d'ingénieur arts et métiers en ravaudant des filets de pêche et en vendant l'intérieur des amandes. Dans l'intérieur des amandes, il y a une espèce de pâte qui fait la pâte d'amande. Et donc, il allait vendre ça sur les marchés de Manosque et autres. Et donc, ça lui a permis de financer ses études. Et ça a été un brillantissime ingénieur à qui on doit le barrage de la Rance en Bretagne, et puis d'autres grands barrages dans le monde. Moi qui n'aime pas les barrages, ça tombe bien. Ils se sont rencontrés à Aix-en-Provence, où ma mère, qui n'avait jamais fait une seule année de scolarité, le jour où un monsieur du Moyen-Orient a proposé à mon grand-père d'acheter ma mère comme femme pour 50 chameaux, mon grand-père a dit « il est temps de la rapatrier en France ». Et donc, elle a fait une seule année de scolarité en terminale, et comme elle n'était pas complètement con, elle a eu ses 2 bacs. Et avec 0,5 en maths, 0,5 en physique-chimie, le prix du papier. Et en revanche, elle a eu en espagnol, en anglais, en français, en dessin, les notes maximales. Donc voilà. Et les Gazards, l'école des Gazards était à côté. L'Institut catholique où était ma mère était là. Et donc voilà. Et quand elle est arrivée en France, elle faisait à peine 40 kilos. Parce qu'elle plongeait des falaises avec des copains des favelas au Brésil, alors que mon grand-père croyait qu'elle était en train de travailler avec l'Alliance française dans sa chambre. Et donc, et elle a découvert en France le pain, le beurre, le fromage, la confiture, sans surveillance. C'était l'époque où on disait, c'est bien, mange, c'est bien, c'est bien. Donc les religieuses disaient, mange, c'est bien. Et elle est passée en 6 mois de 40 kilos à 75.
Ah oui, effectivement. Donc voilà. Grosse évolution, ouais. Grosse évolution. Donc ma sœur et moi, après, pas de chocolat, rien, parce que du coup, ma mère était obsédée par l'idée qu'on soit en mauvaise santé. Et maintenant que tu nous racontes ça, papa ingénieur, tu as eu un mari qui était ingénieur aussi, justement, donc ça Il fait... s'adorait d'ailleurs. Ça fait lien, voilà. Et puis, tu nous dis que ta mère était très douée donc, pour les langues, pour le dessin également. Ma mère était douée absolument pour tout. Ok. La diplomatie, la politique modérée, le dessin, le stylisme. J'ai retrouvé des carnets d'elle quand elle était enfant. Elle dessinait sur les papiers du consulat. Et ma mère n'a jamais rien fait de tous ses dons. Oui, elle a fait s'en est 3 jamais enfants, servi. alors qu'elle n'était pas, elle nous adorait, mais n'était pas précisément maternelle. C'était pas son projet dans la vie, c'était pas d'avoir des enfants. Donc elle a fait 3 enfants qui s'entendent bien, mais du coup elle n'a rien fait, ni de ses dons et tout. Et chaque fois elle me disait, mais toi, ton père est une personne tellement brillante, ça m'a écrasé. Alors, rien. Mais pas du tout, Oui. pas du tout. C'est juste que j'ai compris que quand on ne fait pas, on n'est pas jugé. Et ma mère a toujours eu peur du jugement des autres. Donc c'est sûr que sans tu fais rien, t'es pas jugé. Oui, mais Sans quoi elle se trompait, parce que tu fasses ou que tu fasses pas, t'es jugé. Mais est-ce que tu penses que ça a un lien avec l'époque aussi, dans le fait Non. que... Non, pas du Non. tout. Mon père avait signé une procuration à ma mère à l'âge où, à l'époque où une femme avait besoin de l'accord de son mari pour avoir un carnet de chèques. Dieu sait que ma mère savait pas le contrôler, le carnet de chèques. Et ben mon père, il va tout. Mais jamais j'ai arbitré leurs disputes homériques pendant. Ils pouvaient pas vivre l'un avec l'autre et l'un sans l'autre. Donc ça a duré. Mon père était beau comme un dieu, ma mère était très jolie, il ne s'en rendait pas compte. Et donc voilà. Mais c'est un vrai couple. Si un jour la vie m'en laisse le temps. Parce que maintenant, le compte à rebours est commencé. Je mettrai le personnage de ma mère dans un bouquin parce que c'est un personnage de roman, ma mère. Et c'est quelqu'un qui t'a beaucoup influencé, j'imagine, dans ta vie, beaucoup soutenu. Elle est partie en juillet. Mon mari, ma mère, en 3 mois, ça fait beaucoup. Plus mon beau-frère, plus d'autres. Mais oui, ma mère, c'est l'être de ma vie. Ouais, bien sûr. Voilà. Même si Dieu sait qu'elle m'a emmerdé. Hein. Voilà. Si on reprend un peu le parcours, du coup, et je disais, donc tu nous dis ta mère est douée plutôt en tout, mais toi, tu as quand même repris des choses de ta maman, du coup, puisque tu vas, après ton bac, donc obtenu, orienté sur les langues, obtenu brillamment quand même, on le reprécise, tu vas aux Beaux-Arts, donc plutôt orienté artistique. Alors, les Beaux-Arts, je ne sais même plus si c'était à Lyon ou à Grenoble. Je crois que c'était à Grenoble, parce que moi, j'ai vécu noté 18 ans à Grenoble, Ouais. oui, ça doit être ça. Mais c'était l'époque où, si tu faisais du figuratif, tu étais ringard. Ouais. Alors que quand on voit la cote maintenant des peintres... Tu m'étonnes. Mais moi, l'art abstrait, ça m'a toujours emmerdé. Je dis pas que c'est pas bien. Ma sœur adore des peintres comme Mondrian, Kandinsky. Moi, j'aime les taches de couleur, mais voilà, c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, quand on fait un portrait, qu'on dise « Oh putain, elle l'a réussi, machin ». Ouais, c'est ressemblant. Voilà, je suis une vraie portraitiste dans l'âme. Alors, ma mère avait un œil photographique, c'est-à-dire qu'elle reproduit à l'identique, mais au millimètre près. D'accord. Et avec une âme dedans. Ma sœur miniaturise tout, et moi, je grossis tout. Mais c'est vrai que portraitiste, c'était mon premier métier. En fait, j'ai pas bossé à Géo, contrairement à ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai fait des dessins pour Géo. Pour Géo, directement. Des portraits de petites africaines pour Géo. Un jour, ils en avaient besoin. Ils m'ont dit, tiens, on l'imprimerait bien. Et j'ai dit, volontiers. Bénévolat déjà. Et, on en reparlera tout à l'heure. J'ai adoré ça. Et si vraiment, à l'époque, je pensais que ça nourrissait pas son homme de peindre ou de dessiner, c'est pour ça que j'ai pas voulu en faire mon métier. Mais en fait, mon premier truc que j'aime, c'est dessiner, regarder, dessiner. C'est ce que j'allais dire, tu bifurques en fait, tu fais les Beaux-Arts et puis tu bifurques, donc on va le redire, mais dans les débuts des années 80, donc tu commences dans la presse écrite, mais comment ça se passe du coup cette petite transition entre fait de dessiner et... Si Sandrine Rousseau m'écoute, elle va se mettre la tête dans le bidet jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que c'est vraiment l'antiféminisme au possible. Okay. C'est-à-dire chacun, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Ma règle de vie, c'est je fais mon possible, et c'est l'histoire du mec qui tombe du 14e, jusque-là tout va bien. Ouais. Et donc moi, après mes études, j'ai adoré étudier. Apprendre pour apprendre, j'ai adoré. Dans une école, l'ESJ, où il y avait 65% de fils de chefs d'État africains qui sont retournés faire dictateur dans leur pays après. Mais j'ai adoré apprendre. Les professeurs étaient géniaux, j'ai adoré. Et je me suis dit, merde, mais ça nourrit pas son homme d'apprendre pour apprendre. J'ai dit, voilà, faut que je me marie. Donc, c'était un but déterminé. Le premier bon bougre, intelligent et tout, qui me demande, je l'épouse. Oui, c'est parce qu'entre-temps, tu te maries, effectivement. Voilà. Et donc, mon mari, qui était chasseur alpin, antimilitariste au possible, alors que moi, pas du tout. Et donc, il est... on s'est rencontrés à un bal de campagne où j'étais avec ma meilleure amie.
il a voulu me revoir. Je me dis, bof. Il a noté mon téléphone sur un morceau d'une boîte d'allumettes. Je me suis dit, bon, celui-là, on ne le reverra pas. Hein. Je l'ai embrassé le premier soir parce que franchement, il me l'a demandé gentiment. Je me suis dit, bon, ben, comme ça sera fait. Et puis après, j'ai dit merci, au revoir, salut. Et puis le lendemain, il m'a rappelé. Je me suis dit, bon, ça coûte rien de prendre un café. Et puis après, il m'a rappelé. Puis ça a fini, avant de partir faire mes études de journalisme à Paris, parce que la fac, ça allait bien un moment, mais la fac en grève à Grenoble, tout le temps, je dis merci, au revoir. Et donc, avant d'aller faire mes études de journaliste, je me suis fiancée. Je me suis dit, ouf, ça ne mange pas de pain. De toute façon, à Paris, je rencontrerai peut-être quelqu'un, et puis lui rencontrera peut-être quelqu'un, on verra bien. Donc on a acheté la bague de fiançailles que j'ai toujours, noyée dans les autres. Et puis à Paris, j'ai rencontré personne parce qu'en fait, j'adorais apprendre. Ouais. Et je faisais mes week-ends toute seule dans ma chambre. J'adorais ça en écoutant la radio. Et puis de temps en temps, il venait me voir à Paris. Donc il se passait ce qui se passait. Et puis donc mon mari, je lui disais, je ne peux pas te voir parce que je passe mon week-end avec des copains. Et les copains, je disais, je ne peux pas vous voir parce que mon fiancé vient à Paris. Et donc en fait, je passais mon week-end toute seule. J'adorais ça. Okay. Et puis comme il ne s'est rien passé de précis en 3 ans d'école de journalisme, ou 2 ans, je ne sais plus. Bon, en 78, il m'a dit, on se marie. Je dis, on se marie. Donc on s'est mariés. On a vécu à Villeurbanne. Je suis assez vieille pour avoir vécu la création du métro, la ligne Villeurbanne, le cœur de Lyon. Ouais. Et puis un HLM où il y avait des oscillations tellement haut que c'était calculé pour les oscillations. Donc moi, je hais les HLM qui nécessitent l'abattage des arbres. Et puis voilà. Et moi, ce que j'adorais faire, c'est marcher, écrire, dessiner. J'allais à la bibliothèque de Lyon où j'ai écrit un livre qui a été publié, à ma grande surprise. Donc... voilà, je ne sais même pas si ça s'est vendu, je ne me suis jamais renseignée. Je n'avais même pas vu pour te dire. L'éditeur a dit à mon mari, j'ai jamais rencontré une femme comme la vôtre, voilà. Mais j'étais ravie. Je dessinais les animaux du parc de la Tête d'Or, j'écrivais, je marchais, une bénédiction. Et mon mari, qui avait trop lu les magazines à la con, genre Cosmo, où on dit que les femmes doivent se réaliser dans le travail, alors moi je me sentais parfaitement pleine à l'intérieur. Hein. Et donc il m'a dit, faut que tu postules. Tu as des diplômes, tu parles, un diplôme de journalisme et un bac, ça ne nous entraînait pas loin. Hein. Donc voilà, j'ai postulé, je me suis dit, vu le taux de chômage, ça va bien prendre 6 mois où je vais encore être tranquille. Paf, VSD m'a appelé 15 jours plus tard en me disant c'était les créateurs d'Europe 1, Maurice Siegel et Jean Gorini, que j'ai adoré. Ouais. Ils m'ont dit, voilà, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, voilà, c'est formidable, vous écrivez bien, votre lettre est drôle, on va vous engager. Alors, et ils m'ont dit, et celle qu'on vire va vous former. Ah, super l'ambiance. Alors, je me suis dit, ah oui, non, mais ça, c'est pas mon truc. Donc, je suis allée voir la jeune femme, je lui ai dit, t'es pas tenue de me former. Surtout que je vais te dire, s'ils me prennent moi, c'est que j'ai pas d'expérience. Donc, ils vont me payer un truc d'assistante. Alors que toi, tu es une journaliste confirmée, ils sont obligés de te payer tes 12 ans de journalisme. Ouais. Donc, l'intérêt, c'est pas mon talent ou pas. C'est, d'ailleurs, j'en ai pas. C'est le fait qu'ils peuvent me payer pas cher du tout. Ça l'a rassuré. On a été très amis pendant très longtemps. Ah oui, oui. Et à tel point que l'un des deux, Jean Gorini, est venu me voir un jour en disant « Comment ça se fait que vous vous entendiez bien ?» J'ai dit parce que je suis d'une famille de diplomates, il doit en rester quelque chose. Puis je l'aime bien. Il m'a dit « Ah bon ? Je pensais que vous alliez vous crêper le chignon. » J'ai dit « Non, c'est pas ma nature d'ailleurs. » Et donc voilà. Et j'ai appris des années après qu'en fait, Jean Gorini disait « Moi, je m'appelle Gorini, elle s'appelle Morini. Les gens vont confondre tout le temps, c'est drôle. » Je pense sincèrement que ce n'est pas la seule raison, mais ça a peut-être joué. Et j'ai adoré cette équipe. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Et comme j'ai le syndrome de l'usurpatrice, où je me dis « Je suis nulle », ils vont s'en rendre compte forcément. Mais si je bosse beaucoup, peut-être qu'ils s'en rendront pas compte tout de suite. Et puis, ça nous a amenés à aujourd'hui. Tu parles de Jean Gorini. Tu as travaillé avec énormément d'hommes, toi, à une époque où peut-être... alors, tu vas nous dire, mais à une époque où la femme n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur, qui plus est dans le milieu des médias, etc. Est-ce que tu as eu des moments avec des hommes dans le travail où ça s'est très mal passé ? Alors, très mal passé, non. Où c'était une époque où... alors, tu étais en quarantaine. Au début, pour le boulot, c'était une époque où vous connaîtrez jamais ça, où on faisait vraiment ces classes avec des crasses. C'est-à-dire que vraiment, c'était dur. Psychologiquement, il fallait vraiment que tu fasses tes preuves. Et puis, il n'y avait pas Wikipédia, tout ça. Quand on dit le matin, il faut que tu nous trouves ça pour le soir, il fallait prendre l'annuaire et trouver des trucs et se démerder quand tu n'as pas de réseau. Donc, ça a été dur. J'en ai bavé au début, vraiment. Maintenant, les rapports hommes-femmes, oui.
Quand tu es une femme, que tu es comestible, parce que pendant longtemps j'ai été comestible, on s'en doute pas maintenant, mais j'ai plutôt été... voilà, très bien. Et donc, ben oui, pas les mains aux fesses, les trucs lourds, de la part de certaines femmes aussi, parce qu'on oublie ça. Moi, j'ai toujours attiré les lesbiennes, donc j'ai eu cette forme d'agression-là aussi. Et puis, mais bon, honnêtement, c'est vrai que moi, j'étais bien élevée, donc j'ai toujours réussi à remettre en place sans alerter le banc, l'arrière-banc, et plutôt discrètement, et en boutade. Moi, je suis quelqu'un qui, dès qu'il est mal à l'aise, s'en tire avec des boutades. Et les boutades, ça met beaucoup les hommes mal à l'aise. Ils ne savent pas, très souvent, pas répondre à ça. Après... Oui, j'ai eu des cas de presque viol avec des hommes dont certains ont eu des ennuis avec la justice ces derniers temps. Et puis après, il y a eu des trucs où vous alertez et on ne veut pas vous croire. Là, l'abbé Pierre, oui, moi, c'est un truc que j'ai toujours su. Mais quand tu le disais, on disait, ouais, elle est méchante, elle salit tout. Donc, voilà. Donc, c'est... oui, c'est bien sûr que... mais dans le métro, partout. Partout. Donc, mais en revanche, dans les rapports de boulot, j'ai souvent noté que les femmes étaient, quand elles avaient un rôle de chef, étaient beaucoup plus dures que les mecs. Parce qu'il y a peut-être un besoin de s'affirmer aussi. Alors peut-être, mais des peaux de vache, on dit, des peaux de vache, j'ai connu plus de femmes. Les hommes, c'était plus sexuel. Et sur le plan du pouvoir, les femmes, voilà. Moi, j'ai connu Là, on a à RTL une DRH que j'adore. Et qui ne fait pas du tout des RH, mais j'ai connu des RH dans d'autres boîtes où tu te disais, putain, quelle garce! Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis des rapports de rivalité avec d'autres femmes, la semelle des trucs de séduction, où celle-là, je ne peux pas la piffrer, celle-là, qui sont beaucoup plus épidermiques qu'avec des hommes. C'est pour ça que dans le milieu du travail, honnêtement, côté emmerde, c'est à parité, hein. C'est à parité, vraiment. Et est-ce que tu penses que ça a évolué aujourd'hui, sur ce plan-là ? Sur les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire qu'on fait toujours ce qu'on peut avec notre peau, hein, les hommes comme les femmes. Donc chacun fait avec ses armes. Je pense l'ultra-féminisme MeToo me glace, honnêtement. Parce que j'ai vu des hommes qui étaient simplement lourds, parce qu'ils n'avaient pas les codes et tout, morflés, perdre leur femme, leur boulot. Moi, je me souviens du patron d'Equidia, qui a perdu sa femme, son boulot, ses gosses et tout, pour un truc qui, honnêtement, était mineur et a été déclaré mineur par la justice. C'était une phrase de balourd dont il s'est excusé le lendemain par mot. Et la fille a dit, ah bah, s'il s'excuse, c'est qu'il avait bien, c'est qu'il était effectivement coupable. Et donc, c'est allé super loin. Et là, je me dis, mais c'est affreux. C'est affreux qu'on en arrive là. En revanche, j'ai connu des mecs qui, à mon avis, ne morfleront jamais assez. Il y en a un qui a et je parle pas de Depardieu. Je parle d'un autre qui était journaliste vedette. Et franchement, lui, il n'a pas assez morflé, clairement. Mais bon, voilà, quand tu es dans le milieu depuis 40 ans, vraiment, tu en observes des choses. Et tu as des choses qui sont... Tu as des sanctions qui sont injustes et tu as des sanctions qui ne sont pas suffisantes. Et entre les deux, on navigue. Puis ce qui est difficile, je pense aussi aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec la vitesse de l'information... souvent, les gens, ils se font un avis noir, blanc, mais il n'y a jamais cette histoire de nuances. Ouais, de nuances. Et du coup, très rapidement, on met on abat quelqu'un sur la place publique. Ou alors, au contraire, il y a peut-être une espèce d'omerta intérieure qui fait que on va rien dire sur cette personne-là parce qu'elle est puissante. Et c'est vrai que du coup, des fois, on perd un peu ce truc-là de... Ouais, bon, il a fait quelque chose, mais c'est juste la lourdeur, comme tu dis. Et ça c'est problématique parce qu'il y a des gens qui perdent vraiment tout par rapport à ça. Qui perdent tout, y compris presque la vie. Il y en a, j'en connais, qui à l'heure actuelle sont pas loin du bord du suicide, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce qui nous manque, c'est le recul. C'est vrai qu'on est dans une période où on a annulé la notion d'ennui. Ça paraît un truc honteux. Je m'ennuie. Or, c'est quand tu t'ennuies que tu réfléchis, que tu as des idées de création. On a enlevé la patience. On n'a pas le temps d'attendre. Autrefois, quand j'allais chercher ma pellicule photo, j'ai toujours photographié de façon compulsive. J'ai des dizaines de milliers de photos chez moi, qui vieillissent mal d'ailleurs, comme moi. Mais quand tu allais mettre ta pellicule et que tu la récupérais, tu disais, j'espère que cette photo, elle est réussie. Oui. Il y avait une attente. Voilà. Le plaisir de l'attente. On sait tous que Noël, le 24 décembre, est plus intéressant que le 25. Oui. Le 25, tu es déjà en train de le vivre. Enfin, pour ceux que Noël intéresse, tu es déjà en train de le vivre. À partir du moment où tu vis le truc que tu as
entendu, tu es déjà au bord de la déception. En philosophie, si tu avais une thèse à faire, ça serait ça. Ouais, sur ce... Tu consommes. Dès que tu as commencé à consommer le truc dont tu crevais d'envie, tu es déjà... t'as moins de plaisir. Ben voilà, tu as moins de plaisir. Ouais. C'est André Comte-Sponville qui parle de ça, du fait d'avoir le bonheur. On veut le bonheur, donc on le recherche. Et puis une fois qu'on l'a, on le ressent et puis c'est fini. C'est ce qu'explique Casanova pour le sexe. Ouais. Pourquoi tu attends quelque chose et puis quand tu commences à le consommer, tu dis « Ah merde, c'est pas encore ça. Ouais, » Et tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Et nous, on est dans une période, effectivement, comme tu dis. Alexandre Astier aussi, qui est brillant, que moi j'adore, dit « Quand j'étais petit, j'adorais m'ennuyer parce que c'est dans ces moments-là. » Mais oui. Et j'essaye que mes gamins s'ennuient pour qu'ils créent dans leur tête et qu'ils essayent de justement développer leur imaginaire, etc. Ouais. Et je trouve ça brillant de dire ça parce qu'effectivement, on est dans une période où si on s'ennuie, c'est un peu... Et on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on a plein d'appels, on a plein de... Et c'est très compliqué Tout à fait. Voilà. Et il manque le recul. Et il manque du recul. Qui va avec la nuance. C'est-à-dire quand on te dit un truc, tu dis « Attends, la phrase, elle est sortie du contexte. Elle est... c'est pour ça que moi, j'essaye le plus souvent, vraiment, de lire le texte entier qui a motivé le truc. La phrase qui est sortie... Je suis comme tout le monde. Quand on sort une phrase, je me dis « Ouais, putain. » C'est scandaleux de dire ça. Et des fois, quand tu lis le texte en entier, tu dis « Ah oui, je comprends pourquoi il a dit ça. » Et puis des fois, ça accentue les faits. Hein. Mais j'essaye le plus souvent possible de... D'ailleurs, j'en ai pâti. Chez Cyril, des propos qu'on m'a fait tenir que j'avais pas tenus. J'assume ce que je dis. Mais en revanche, et des fois, je me dis « Oh putain, j'aurais pas dû dire ça comme ça. » Comme je suis spontanée. Mais je suis spontanée quand j'ai confiance. Et quand on m'a trahi une fois, je deviens nettement moins spontanée. Mais oui, recul, ennui, nuance. Ces trois notions qui ont totalement disparu. Moi, j'ai dit un jour à 5 ans à mon père que je m'ennuyais. Ah ben, il m'a trouvé du boulot pour 2 journées entières. Je ne l'ai plus jamais dit de ma vie. Et d'ailleurs, je ne m'ennuie pas. Je regarde, ça me désespère dans le métro de voir tous les gens sur leur portable, tous les gens. Je me dis, putain, mais regarde la vie. Là, il y a une dame qui rentre avec son chien. Le chien, il est amusant comme tout. Là, il y a un gamin infernal qui se fout les doigts dans le nez jusqu'au sinus. Ça me fascine. J'observe. D'abord, c'est là que tu as des idées de dessin et tout. L'observation, c'est un truc. Et mes copains flics me disent, c'est terrible. Parce que pour les enquêtes de proximité, ils n'ont rien vu. Ils commandent tout, mais ils n'ont rien vu. C'est pour ça que je supporte plus les micro-trottoirs. Quand on dit « Qu'est-ce que vous avez vu, madame ?» dans le cas de faits divers. Ah, ben alors là, alors j'étais dans ma salle de bain, j'ai pas vu grand-chose, mais alors quand je suis sortie, oh là là. Et je me suis dit, c'est quand même terrible. Si ça arrivait à ma fille, alors d'abord, c'est pas arrivé à ta fille, donc il y a un peu de compassion et de vraies nuances. Je dis, et puis ensuite, ben, si tu n'avais rien vu, ferme ta gueule. Oui, dis rien. Voilà, et c'est difficile de résister à la tentation de rien dire quand effectivement on vous tend le micro, qu'en plus vous avez un bon fond, que vous voulez pas que la personne soit déçue, et on a tendance d'ailleurs à en rajouter. Un jour j'ai vu un gamin, il avait ton âge. Et il était en train de lire, je me suis dit, putain, il lit. Incroyable. Si ça se trouve, c'est un truc pour un devoir de classe, il est en retard, donc il bâcle dans le métro et tout. Donc d'un seul coup, il a vu que je le regardais, de dire la cougar là, elle me drague. Donc je lui dis, non, n'ayez crainte, je vous regarde parce que vous êtes en train de lire. J'ai dit, c'est pour le plaisir ou pour le boulot? Il m'a dit, non, c'est pour le plaisir. Je suis en train de relire un truc, mais alors, un auteur qu'on ne lit absolument plus, André Mauroy, c'est un auteur des années 50, qui a un talent fou. Et donc, et il me dit, je suis en train de découvrir ça. J'ai dit, je peux prendre une photo? J'ai pris une photo juste pour dire tel jour à telle heure. Tu croises. Voilà. Après, il regardait TPMP, donc il m'a dit, bon non, je suis flatté, etc. Mais ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Aussi des faits sociaux que tu croises. Tu sais, on dit un peu les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. Et toi, du coup, tu croises des gens, tu as ces exemples-là en tête. Et puis, tu peux aussi aller contredire certaines choses par rapport à des exemples que tu vois dans la vie. Parce que je pense que toutes les personnes qui passent à la télé sont pas forcément tu vois, au plus proche des gens ou autres. Et... Non, ça on peut pas dire. Ouais, voilà. Ça, donc c'est pour ça. Alors des humanistes, il y en a pas énormément dans le milieu. Vraiment. Moi je connais pas, mais j'imagine en tout cas. C'est comme tous, on donne tous des leçons d'écologie sur ce qu'il faudrait faire, pas faire, mais tous nos textes sont imprimés. Une forêt amazonienne par jour. Hein. Donc je me dis, devrait quand même être... là aussi, tu sais, l'histoire de la poutre, la paille et de la poutre, un peu nous regarder et dire oui. On donne des leçons à la terre entière, mais qu'est-ce qu'on devrait en recevoir aussi? Bien sûr. C'est ça. Quelles leçons ou valeurs rêveriez-vous de léguer à votre fils Guillaume? J'espère que je les ai déjà léguées. Mon fils qui me reproche tout et son... Pardon Guillaume, parce qu'on s'aime profondément, je crois. Tu pourrais appeler un peu plus souvent?
Voilà, le message est passé. La valeur, c'est honnêtement la serviabilité. Toi, si je découvrais dans les opinions de mon fils, qui ne sont pas globalement pas les miennes, à part l'amour de la nature, des loups et la protection de la nature, mais s'il entre dans le métro et qu'il ne se lève pas pour céder la place à une dame ou un handicapé ou autre, là, je penserais que j'aurais raté mon éducation. Oui, je comprends. Mais voilà, ça, le fait de parler correctement aux gens, bonjour, merci, s'il vous plaît, mais je suis super basique là-dessus. Pour le reste, il fait sa vie, ses expériences et tout et tout. Il est plus maniaque que moi, il est plus hypocondriaque que moi, il est plus politisé que moi, il est plus intelligent que moi. Merci d'ailleurs de t'occuper des problèmes de droit de succession, Guillaume. Mais voilà, c'est-à-dire, globalement, on ne s'entend pas et des fois, ça me désole qu'on se prenne le chou, justement, sur des trucs dérisoires. Bête, Politique, par exemple, alors que sur le fond, on a les mêmes valeurs. On s'écoute, on s'admet. En revanche, il est plus rude que moi. Si quelqu'un caresse ton chien sans autorisation, il monte les crocs, lui, pas le chien, lui. Okay. Mais alors que moi, si on caresse mes chats, je suis toute contente. Je me dis, voilà, les gens sont sympas. Ouais. Mais donc, les valeurs, honnêtement, de réflexion. Lui aussi, c'est un contemplatif. De toute façon, le métier, c'est l'informatique. Il est ingénieur informatique. Enfin, si j'ai tout compris. Hein. M'engueule pas si c'est pas ça. Tu parles de l'éducation, justement, que tu as pu avoir avec ton fils. Et tu crois qu'aujourd'hui, on éduque moins bien, globalement, au niveau de la société? Moi, je pense que les parents sont complètement... déjà sont dépassés. Et puis, je pense que tout allant trop vite, c'est vrai que sur les réseaux, je comprends très bien que des parents ne sachent pas ce que leur enfant regarde sur des réseaux, ne sachent pas quelles influences négatives ils subissent, ne sachent pas quels drames ils vivent dans des cas de harcèlement. Donc ça, ils sont complètement dépassés. Maintenant, alors, je suis désolée de dire ça, mais plus on a de culture générale, plus on peut aider ses enfants. Moi, j'ai des amis qui trouvent que la culture générale, ça sert à rien à partir du moment où on a Wikipédia. Ben si, d'abord, ça sert à gagner aux jeux télé quand on participe. Il n'y a qu'à voir Emilien sur TF1, que moi j'adore. Et puis, on peut répondre aux questions de ses enfants. Plus on est soi-même équipé, plus on peut répondre aux questions de ses enfants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient autodidactes, malgré des familles de gens cultivés, mais qui sont parfaitement autodidactes. Qui se sont débrouillés, et qui se sont cultivés eux-mêmes. C'est une époque compliquée pour éduquer des... C'est une époque compliquée, mais c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont... Et puis il y a aussi, pardon, alors là je suis impitoyable là-dessus, des parents qui ont la hantise d'être jugés ringards ou fascistes ou parce qu'ils surveillent. Ouais. Et donc en disant non mais tu comprends, là je veux pas le fliquer, je veux pas... En revanche, autant je suis contre les parents qui géolocalisent leurs enfants en permanence. C'est la nuance encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Mais en revanche, des parents qui veillent à se peaufiner eux-mêmes et à se cultiver eux-mêmes par tous les moyens possibles, même en regardant la télé. Hein. Moi, la télé me cultive beaucoup. Ouais, bien sûr. Et on est plus équipé pour ses enfants. Si on prend un petit peu le cours du parcours, tu continues donc presse écrite, radio, donc chez RTL, on en a parlé un petit peu. Tu fais aussi de la télé par la suite. Qu'est-ce que tu préfères faire tout au long de ta carrière, même si j'imagine que c'est différent et que tu as des préférences partout? C'est pas si différent que ça, parce que dans les trois cas, on écrit. Dans les trois cas, on écrit tout, à part tout ce qui est en impro. Mais même nous, on est en direct tous les matins. Enfin, moi, maintenant, plus tous les matins, mais on est en direct. Moi, j'adore le direct. Mais tu as évidemment... Mais tu extrapoles à partir d'un schéma qui est écrit. Et que tu écris et que tu fais une copie pour le présentateur, le réalisateur, tes partenaires et toi. C'est là où chaque fois j'ai honte. Donc, je reconnais. Mais pour moi, la voie royale, c'est la presse écrite. C'est celle qui te forme. Et dans les écoles de journalisme, un truc qu'on fait absolument plus, c'est te donner un texte où il faut le développer en 3 feuillets, en 1 feuillet, en 5 lignes. Et dans tous les cas de figure, il faut qu'il y ait absolument toutes les données importantes. Et bien, quand tu as fait ça, et moi j'ai fait ça, c'est une formation qui n'a pas de prix. Oui, donc être capable d'extrapoler et de synthétiser. Et puis, chercher les synonymes toi-même, plutôt que de faire Wikipédia, machin bidule, ou des fois tu as des trucs surréalistes, Google. Moi aussi, Google, c'est mon meilleur ami. Hein. Dès que j'ai un doute sur une date ou un truc comme ça. Mais alors maintenant, l'intelligence artificielle, pour ceux qui l'utilisent, moi pas encore. J'essaye de pas perdre
perdre la mienne, mais c'est le plus dur. Mais en revanche, oui, la presse écrite, pour moi, c'est la voie royale. Et tout le monde devrait faire un stage en presse écrite. Mais tout le monde. Oui, c'est important Ça au départ. va avec la culture générale. Je te dis, même si ça servait qu'à gagner aux jeux télé, quand je vois ce qu'a gagné Emilien, ça serait déjà... c'est d'ailleurs ce que je dis à mon fils quand il me dit à quoi ça sert l'orthographe. Quand il me disait à quoi ça sert l'orthographe, je lui disais à gagner aux jeux télé. Voilà, comme ça, c'est... Et à la télé, parce qu'on a parfois cette impression-là, sur Touche pas à mon poste, t'écris autant justement pour préparer les émissions, toi. Est-ce que tout le monde écrit pour préparer? Alors moi, Touche pas à mon poste, ils doivent me penser trop con, donc ils comptent pas sur moi pour développer des sujets. D'accord. Donc c'est vraiment tout en impro à TPMP. À chaque fois, moi. donc tu t'écris pas. Moi, TPMP, tout en impro. En revanche, en radio et en télé, quand je participe à des émissions sur des thèmes à développer, les séries politique, l'histoire des jeux télé et tout. Oui, là, je révise et je prends des notes. Oui, mais tout en préservant le direct. Et quand on dit que moi, je note chez des journalistes qui ont fait bac+5, qui maîtrisent mal une règle toute bête de deux négations valent une affirmation, et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. Donc, généralement, on réajuste nous-mêmes et l'auditeur fait la part du feu, mais régulièrement, on a des auditeurs quand même assez cultivés qui nous alignent systématiquement, en disant vous êtes une honte, voilà. Moi, quand je dis un espèce 2 au lieu de une espèce 2, il y a des gens qui... Ah ben, bien sûr. Je me rends pas compte. En disant, vraiment, vous êtes nuls. Alors, comme ils sont doux et nuancés, ils disent, il faut la virer, elle est nulle, et tout. Mais oui, sur le fond, ils ont raison. Ils ont raison, oui. Et alors, avant, on se disait, ah merde, quand je suis rentrée en 95 à la radio, je me disais, ah merde, j'ai dit ça, j'aurais dû dire ça. Et on me disait, attends, la radio, c'est fini. C'est dit, c'est fini, on est passé à autre chose. Bien sûr. Et sans transition, avec les réseaux, on est passé à tout disparaît, à rien ne disparaît. Bien sûr. Donc le truc dont tu dis, oh là là, ça y est, ils n'ont pas remarqué la bourde que j'ai dite. C'est repris. Tant mieux. Et 3 jours après, ou 2 mois après, ou 1 an après, on te le rebalance dans la gueule, totalement décontextualisé. Et là, tu te dis, merde. Et, sauf que maintenant, tu peux perdre ton emploi pour un truc comme ça. Oui, parce que... Et là, tu te dis, mais à quel moment on est passé à la surmultiplier l'Elon Musk de la presse écrite, quoi. C'est terrible et c'est dangereux. Moi, c'est un truc que j'ai pas connu. Donc, c'était plus dur parce qu'il fallait vraiment trouver ses sources, vérifier par 3 sources, etc., etc. Donc, on perdait du temps. Mais vous allez avoir l'exact contraire. C'est-à-dire où ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de vérifier. Tu sais, quand on te demande un sujet sur le sang contaminé à 11h et qu'il faut le rendre à midi... Oui, tu balances les premiers trucs que tu trouves. Si tu es rigoureux là-dessus, c'est que tu as un cas d'or. Hein. Parce que comment veux-tu ne pas être approximatif? Tu n'es pas du secteur médical, tu ne connais pas les termes, tu as la hantise de dire le contraire, le présentateur attend, vient te faire chier toutes les 10 minutes en disant t'en es où, et tu te dis mais voilà, et maintenant t'as plus le temps de vérifier, ça va trop vite. Donc là c'est un danger que vous allez avoir vous, c'est-à-dire que nous là où on pouvait argumenter, plaider sa cause et tout, maintenant les réseaux sociaux et les gens ont déjà jugé. Donc tu rames derrière, tu peux être blanchi, mais tu peux être blanchi 2 ans, vu la lenteur de la justice, 2 ans, 1 an, 3 ans après. C'est fini, t'es mort, entre guillemets. Est-ce que justement, on évoque un truc qui est intéressant pour moi? Tu vois, par exemple, sur Touche pas à mon poste, que moi j'ai pu regarder plusieurs fois, etc. Est-ce que justement, si vous nuanciez beaucoup plus, ce qui est pas toujours forcément le cas, ça, vous perdriez pas des téléspectateurs. Tu vois, s'il n'y avait pas des avis très tranchés de la part des invités qui sont mis en place, etc., est-ce que vous perdriez pas des téléspectateurs qui veulent, eux, justement, des discours un peu clivants? Alors moi, je pense que si tu as une très forte personnalité, et je pense que s'il y a beaucoup d'humour, ça suffit. D'accord. Mais oui, effectivement, il y a des jours où c'est plus doux, et il y a des gens qui disent « Ah, c'est chiant aujourd'hui ». Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on est tous victimes, tous bourreaux. Ouais, mais là, ça. Vraiment, il faut admettre cette idée qu'à l'heure actuelle, on est tous victimes, tous bourreaux. Et moi, là, il y a eu un sujet sur la politique. Si j'avais été à RTL, j'aurais été plus nuancée. Je pense tout ce que j'ai dit. Parce que moi, je ne dis pas tout ce que je pense, mais je pense tout ce que je dis. On gagne déjà du temps. Mais en revanche, oui, moi, je dois être obligatoirement plus nuancée sur l'antenne de RTL. Et je regrette que certains ne le soient pas autant.
Parce que pour le coup, on est une radio d'information et pas d'opinion. Ouais. Donc moi, si on commence à voir ce que le journaliste pense, ça n'est pas bien, sauf dans l'édito. Il y a eu la polémique là sur Patrick Patrick Cohen Cohen. et Thomas Legrand, qui sont des anciens de RTL, qui avaient tendance à RTL à dire aux auditeurs ce qu'ils devaient penser. Donc c'est vraiment des journalistes d'opinion. Donc qu'ils soient eux alignés, honnêtement, ça me fait pas de peine. Je dis pas que c'est juste, mais ça me fait pas de peine parce que eux-mêmes passent leur temps à aligner des gens. Jean-Michel Apathy, le premier. Moi, je l'ai connu nuancé à RTL, puis j'ai vu brusquement une hyène arriver. Donc je dis pas que c'est pas bien. J'adore les hyènes, les vrais. Mais je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est bizarre. Maintenant, en tant qu'éditorialiste, oui, tu as non seulement le droit, mais le devoir de t'engager. Mais en revanche, dans les journaux, je trouve que c'est pas bien qu'on sente la couleur du journaliste. Et ça vaut pour le service public, dont on sent trop, pour moi, ce qu'il pense. Pour moi, c'est vraiment des journaux d'information. Ça doit être de l'information. Voilà. Évidemment. Dans le cas d'une catastrophe, tu peux pas... non, mais il y a des sujets qui permettent pas forcément d'être totalement neutre. Je comprends ce que tu veux dire. Mais effectivement, moi, je trouve que sur la plupart des médias qu'on peut écouter aujourd'hui, on ressent la couleur sans arrêt. Et moi, pour moi, c'est pas un avantage. En revanche, dans des éditos, le mec que tu convoques, François Langlais pour TF1, je sais plus, je regarde plus le journal de TF1 que celui de la 2, j'avoue. Mais je regarde beaucoup les réseaux, mais les réseaux, moi, 10 minutes, je sature. C'est comme France Info. Une fois que j'ai écouté 2 bulletins d'info, je me dis, bon, allez, on passe au reste. Voilà. Je regarde aussi CNews, je regarde aussi BFM, et toutes ces... Là aussi, il faut nourrir la bête. Ça fonctionne 24 heures sur 24, les chaînes d'infos. Donc, tout devient un événement. Alors que tout ne mérite pas d'être un événement. En mettant tout à la hauteur d'un événement, eh ben, tu banalises tout. D'où l'importance des micro-trottoirs. Je me souviens du bus de l'équipe de France qu'on a suivi pendant 35 minutes. On a regardé Autant j'aime la Call TV, où tu regardes un aquarium ou un feu, où là, les cerfs en forêt de Rambouillet pendant des journées, ce que je fais depuis lundi dernier. Mais sinon, quel intérêt de suivre un bus pendant 45 minutes? Tu vois même pas les joueurs à l'intérieur. Tu vois même pas... Donc tu te dis, ridicule. Voilà, on a créé cette obligation. Donc évidemment, quand tu as créé la bête 24 heures sur 24, ben, il faut la nourrir, l'alimenter. Donc je te dis, tout est obligatoirement monté en épingle pour que ça devienne un événement. Sauf que tout ne mérite pas d'être un événement. Et du coup, tu as des gens qui c'est la surenchère. Et effectivement, les téléspectateurs s'en mêlent en disant, ouais, non, alors là, c'était plat, alors là, c'était... Mais eux aussi doivent se structurer et admettre que oui, c'est pour ça que la slow télé a tellement d'importance. En Alsace, tu as une chaîne qui fait un tabac en montrant à l'intérieur d'un nid de cigogne. Et ben, ça fait l'audience d'une chaîne, de leur chaîne régionale. Ça fait autant d'audience parce que les gens, quelque part, ils se disent « Oh putain, ça fait du bien de regarder la vraie vie qui passe et qui passe lentement, des fois. » On a une carte à tirer, Isabelle. On m'a prévenu. Il faut que tu tires une petite carte. Merde, je suis en train de mettre la main dans la flotte. Fais-nous ta plus belle grimace. Bah, c'est au naturel. Hein. Non. J'ai tellement décliné que c'est au naturel. Hein. T'as pas des petites grimaces que tu faisais? Mais non, mais j'ai peur que ça reste. Que ça reste. Que brusquement, j'arrive plus à enlever la grimace. Attends. Alors, je peux pas loucher parce que j'ai peur que ça reste. Attends. Ah, j'avais pas vu. En plus, je regarde mes filles, je relève la tête, magnifique. Bah ça restera peut-être sur les réseaux sociaux, attention. Ah bah ça j'imagine. Mais ils vont confondre, ils vont croire que c'était hier tout beau tout neuf. Donc On l'a évoqué juste avant, mais t'as été exposé un petit peu toute ta vie, que ça soit à la radio, même dans la presse écrite, quelque part on est exposé parce qu'on est responsable de ce qu'on écrit, à la télé, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu l'as vraiment mal vécu parce qu'il y a eu des polémiques ou des choses qui ont été dites sur toi, sorties du contexte? Oui. Et d'ailleurs, qui continue à me coller à la peau. Je me souviendrai toujours, j'avais eu un week-end très difficile, familialement. Mon mari était très malade et tout. Et j'arrive un lundi, et il y avait eu The Voice le samedi. D'accord. Il y a quelques années. Et dans The Voice, il y avait la ravissante créature Maëlle, si je me souviens bien, son prénom. Des yeux magnifiques. Et elle avait un turban. C'était pas un voile, d'ailleurs, c'était un turban. Et elle avait chanté la chanson de Leonard Cohen, Alléluia, Alléluia, si je me souviens bien. Et elle avait rajouté quelques phrases en arabe. Je parle ni l'hébreu ni l'arabe. Hein. Et donc, et Cyril, à qui
Cyril, des fois, tu lui demandes rien, il te passe la parole. Et alors là, comme j'avais pas vu l'émission, donc en plus, moi, j'aime bien m'exprimer sur ce que j'ai vu. Et je regarde beaucoup la télé, c'est même ma mission. Et donc, et là, il me dit, qu'est-ce que vous pensez donc de l'affaire Maëlle, qui vient d'exclure de TF1 parce qu'elle portait un voile. Et moi, ne sachant pas que dire, alors je m'en contrefoutais, mais alors à un degré vertigineux. Et je dis, d'abord, c'est pas un voile, c'est un turban. Je dis, puis ensuite, non, ça m'a pas du tout gêné là dans l'émission. D'autant que je vous dis, c'était pas ostentatoire, c'était plutôt un turban qu'un voile, voilà. Je dis maintenant, alors je reconnais, je dis maintenant, est-ce qu'il fallait traduire les paroles de la chanson de Leonard Cohen en arabe? Je ne sais pas ce qu'elles disent. Je sais pas, par les temps qui courent de travers, était-ce utile? Je ne dis que ça. Les autres, ils vont à fond la caisse. Je me souviens, Benjamin Castaldi, Géraldine, sur ah non, le voile, oui, on a eu raison de l'exclure, le voile, il faut être absolument laïque, etc., etc., etc. Moi, ça m'a vite ennuyé, parce que quand ça dure trop longtemps, les débats, ça m'ennuie. Et donc, voilà. Eh bien, j'en ai pris plein la gueule pour tout le monde. Tout le monde. Télérama qui titre Maëlle est exclue de TF1 et Isabelle Morini-Bosc reste à C8. Évidemment, des gens demandent ma peau, ma tête, signalement au CSA à l'époque et tout. Et je me dis, mais... En plus, elle avait une voix ravissante. Donc, je me dis, mais... Je me souviens de cette affaire. Et alors, ils avaient demandé à des gens du public de me poser des questions. Et une jeune femme d'origine marocaine ou tunisienne, je ne me souviens plus, de Grenoble. Et ils voulaient qu'elle pose une question très méchante. Elle a refusé. Pas Cyril, Cyril, il laisse les gens totalement libres. Mais je ne sais plus qui dans l'équipe lui avait dit, n'hésite pas à y aller, parce que c'est un vrai débat et tout et tout. Et elle avait posé sa question doucement, avec nuance. On s'est rappelé après et on est devenus très amis. D'accord. Et on est toujours amis. Elle vit toujours à Grenoble. Son mari, il est ingénieur. Il est d'origine tunisienne. Il est aussi visiteur de prison. Donc on discute, beaucoup. Vraiment, je les aime beaucoup. Et donc ça, je l'ai vraiment vécu douloureusement. Il y a des cas où je trouve que le voile est ostentatoire. Bien mais sûr. Là, en l'occurrence, pas du tout. Et puis, il y a eu une autre fois quand j'ai dit, il n'y a pas longtemps. Alors après, il y a tous les propos qu'on te prête, les trucs où on te dit vieille peau. Oui, vieille peau, ça me fait de la peine. Oui, tout. Mais d'autant que l'intérieur est comme neuf et que j'ai réussi toutes mes épreuves de Fort Boyard cette année. Donc voilà, je tiens à le dire. Et donc, je me dis, oui, c'est très... À l'époque où on dit ce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas se moquer de ceci, de cela, je me dis, oui. Moi aussi, j'ai été très jeune, puis un peu moins jeune. Puis là, d'ailleurs, je me dis, putain, mais comment ça se fait que j'ai chopé cet âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je me sens exactement dans ma tête et dans mon corps. Je ne vais pas vous infliger ça, mais je lève toujours la jambe à la verticale. Voilà. Je veux me remettre au cheval. Oui, et puis dans l'autre sens, j'ai l'impression que certaines personnes qui vont être méchantes, par exemple, avec des personnes qui ont dit quelque chose à la télé et autres, c'est en toute impunité parce que c'est souvent anonyme, etc. Oui, d'ailleurs, je me bats. Ouais. Je me bats. Comme si j'engageais une action. Je voudrais vraiment, si j'avais un débat à mener, c'est le retrait de l'anonymat des réseaux. Moi, j'en ai pris plein la gueule. Donc là, pour avoir dit, on parlait d'Israël, on pense ce qu'on veut d'Israël, on pense ce qu'on veut de problème israélo-palestinien, c'est pas nous qui allons le régler, il dure depuis 1948. Et donc, je me dis, il faut pas oublier qu'à part de temps en temps la Jordanie, Israël est un pays entouré d'ennemis. J'ai dit d'ennemis. Et un fin lettré a compris d'animaux. Ouais, d'accord. Comme si j'accusais tout le Moyen-Orient d'être peuplé d'animaux. Donc, l'associé de Cyril m'appelle et me dit, Isabelle, t'as dit hier dans l'émission un pays entouré d'animaux. J'ai dit, t'es fou? J'ai dit, t'es malade ou quoi? Eh bien non, c'est ce qui était paru. Donc immédiatement, ça a envahi. Alors vraiment, des gens ont demandé ma tête, y compris à RTL et tout. Pareil. Là, j'en ai vraiment souffert. Je l'aurais dit, j'aurais assumé. J'aurais été complètement con. Ni je le pense, ni des lèvres, ni des dents. Mais donc là, on a dû se battre. Et la chance que j'ai eue, c'est que tu as dans l'émission quelqu'un qui s'appelle l'Indic, Sacha, qui s'appelle l'Indic de la rédaction, où il chope tous les sons qui paraissent dans la pub. Et donc, ils ont donc la possibilité d'isoler les voix. Et bien donc, ils ont isolé la voix. Et là, on m'entend bien dire un pays entouré
d'ennemis. Ouais, Donc ça Cyril a passé le truc, a dit je vais attaquer en justice tous ceux qui ont vraiment débiné Isabelle. Et je ne sais pas s'il l'a fait, d'ailleurs, peu importe. Déjà, le fait de vouloir le faire, c'était gentil. Et j'ai eu contre moi Rima Hassan, qui n'est pas effectivement ma meilleure amie. Ouais. Mais non, ni je la connais personnellement, ni elle me connaît personnellement. Dans la France insoumise, il y a des gens avec qui je suis très amie. Il y a des gens à droite avec qui je suis très amie, il y a des gens à gauche avec qui je suis très amie. Et il y en a que je ne peux pas piffrer dans les deux camps. Mais là, donc, du coup, Rima Hassan a dit, oui, on sait bien qu'avec l'intelligence artificielle, on peut bidonner des vidéos, etc., etc. Donc tu te dis, tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter, alors que moi, bien évidemment, je suis pour la paix entre les peuples, qui ne sera jamais possible. Hein. Bien sûr. Qui ne sera jamais possible. Que ce soit à l'est, que ce soit à l'est, que ce soit au sud ou que ce soit au nord. Tu sais, quand tu vas dans un village, tu entends toujours dire « Ah non, mais lui, il n'est pas du pays. » Parce qu'il est du village à 100 km. On n'est pas fait pour se comprendre, on est fait pour s'admettre. Et s'admettre, c'est la chose la plus difficile au monde. Mais difficile au monde. Donc moi, je milite pour ça, en sachant que ce ne sera jamais possible, que quand tu es nuancé, on dit que tu es mou, que quand tu es dur, on dit que tu es fasciste, que quand tu es... Donc c'est insoluble. Oui, si tu n'as pas une prise de parti très... Surtout à la télé, j'imagine, une prise de parti très marquée, bah forcément, tout de suite, on va dire ah oui, mais bon, ok, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas assez, c'est pas assez clivant. Moi, j'ai eu un gros ennui un jour, mais que j'assume parfaitement, parce que justement, on parlait des promoteurs qui abattent tout, qui te font la Haute-Savoie et noyauter par ça. Et donc, et pour le coup, c'est vraiment l'Arabie Saoudite et les Suisses qui viennent construire des blocs de 800 mètres carrés où tu te dis, putain, mais tu es en train de niveler le sol, c'est des drames à venir, ça. Et donc, j'ai dit un jour dans une interview, moi, je préférais que mon fils soit proxénète plutôt que promoteur. Ah oui, effectivement. Donc, là, il y a eu une levée de bouclier, le propos n'était pas fin, mais je l'assume. Parce que, alors non, proxénète, franchement, c'est pas bien. Mais promoteur, je me dis, c'est ces mecs qui font semblant d'agir pour le bien public et qui agissent pour l'avantage de quelques-uns. Donc voilà. Et quand on me dit qu'il faut des logements sociaux, parce qu'il faut bien que les pauvres aient des logements, j'ai dit, mais les pauvres, ils aiment vivre dans du beau. Hein. On peut restaurer des vieux bâtiments qui seront 1000 fois plus solides que les bouses qu'on construit maintenant. Bien sûr. Donc voilà. Sur toutes les polémiques justement que tu as, vous, j'ai l'impression quand même chez Cyril Hanouna, que ça soit Touche pas à mon poste ou la nouvelle émission, j'ai l'impression quand même que quelque part, il vous défend. Lui, il se place en bouclier pour vous défendre. Est-ce que c'est le cas? C'est cette impression-là que moi j'ai de l'extérieur. Autant il y a des médias qui ne le font pas, je trouve. Alors, il nous défend et on le défend parce que dans l'affaire de C8, alors moi je fais partie des gens qui ont toujours été, là c'est une de mes... Je suis une amie de temps de guerre. Il y a des amis de temps de guerre, de paix, pardon, qui, quand les gens ont des ennuis, disent « je vais lui laisser régler ses problèmes, faut pas que je l'embête, faut pas que j'interfère ». Voilà. J'ai un de mes meilleurs amis qui est un ami de temps de paix. Je sais que si demain le temps se court, il ne faut pas compter sur lui. De toute façon, ça tombe bien, parce que moi, quand le temps se court, je fais appel à personne. Moi, en revanche, je suis une amie de temps de guerre. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert des amis, sinon à rester dans la tempête à côté de ceux... Moi, j'aimais beaucoup Stéphane Plaza et Coé. Je les aime toujours beaucoup. Toujours beaucoup, qu'ils le sachent, ça me permet de leur dire là, je suis désolée qu'ils aient des ennuis parce que honnêtement, je pense qu'ils n'en méritaient pas autant, sincèrement. Je sais les vrais prédateurs et je sais ceux qui ne le sont pas. Et ils ont juste été concons par moment, hein, mais vraiment concons. Mais c'est tout sauf des prédateurs. Et en revanche, j'ai des amis qui ont eu des graves ennuis, mais à tout point de vue, et là, je suis là. Et au contraire, moi, quand ça a tendance à aller mieux, je me dis, bon, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, je me retire. Ce qui fait que je passe pour quelqu'un qui, en fait, n'est pas très fiable parce que je suis à géométrie variable. Mais oui, mais qui regarde, quand ils ont des ennuis, je suis là. Alors, Cyril, il nous défend. Effectivement, et nous, on a été à ses côtés, effectivement, pour l'arrêt de C8. Il y a quelques années, il y a eu aussi un souci, je ne sais plus sur quoi, et je fais partie des gens qui étaient vraiment présents. Donc, et ça ne demande pas de félicitations ou de remerciements. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, et C8... Alors, c'est clair qu'ils s'en sont pris à C8 parce qu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à CNews. Là, j'ai trouvé assez dégueulasse ce qui s'est passé. Et quand il y a eu quand ils ont dû aller s'expliquer,
Alors là, effectivement, le traitement n'était pas le même pour Yann Barthès que pour Cyril. Que Cyril soit allé à la provoque et foncé dans le tas, moi qui suis d'une famille de diplomates, je pense que j'aurais moins foncé dans le tas. Et tu penses que ça a un lien avec la couleur politique qu'il peut y avoir dans les émissions ou pas? Moi, je pense qu'à un moment donné, tout compte. Ouais. Sa montée en puissance, le fait que effectivement, son prisme est plus large politiquement qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il est engagé. Les amis qu'il avait, si Mélenchon n'avait pas changé par rapport à lui, lui n'aurait pas changé par rapport à Mélenchon. Mélenchon, à un moment donné, il venait tout le temps dans l'émission et il adorait Cyril. Et Cyril l'adorait. C'est pas Cyril qui a changé, c'est Mélenchon qui a changé. Il a dit un jour une grosse connerie dans l'émission qui lui est revenue en effet boomerang. Et il n'était pas content. Et il a accusé Cyril de l'avoir attiré dans un piège. Cyril l'avait attiré dans aucun piège. Donc c'est vrai qu'il reçoit Jordan Bardella, et c'est normal parce que Jordan Bardella comptera à l'avenir, mais il reçoit aussi tous les mecs de gauche. Tous ceux qui veulent venir. Et quand on a eu Guénolé dans l'équipe... franchement, on ne peut pas dire Guénolé qui dit je voudrais détruire le Sacré-Cœur et Notre-Dame et tout. Tu te dis on peut difficilement aller plus loin dans le... Oui, lui, il a vraiment tout le panel, effectivement. Oui, et il faut revendiquer les drogues dures et voilà, et voilà. Donc tu dis Cyril, il l'a défendu aussi dans l'émission. Et là, il a Olivier d'Artigol qui est communiste, et honnêtement, ça pose aucun souci. Ouais. Et d'Artigol est renié par certains communistes parce qu'il y a des trucs des communistes que lui ne cautionne pas. Ouais. C'est pas parce que tu es dans un parti ou dans une couleur politique que tu n'es pas décérébré. Donc tu peux dire, oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce point, mais je suis suffisamment d'accord pour avoir ma carte du Parti communiste. Oui. Moi, je ne serai jamais encarté nulle part. Le plus souvent, je n'ai pas à dire ce que je vote, mais le plus souvent, j'ai voté blanc. Et je déteste qu'il y ait la non-reconnaissance du vote blanc. Parce que se déplacer et dire, je n'aime ni un tel, ou j'aime pas suffisamment un tel, et pas suffisamment un tel, mais je fais mon devoir de citoyen, je viens, et je vous dis que j'en aime aucun des deux suffisamment pour voter pour lui. Ouais. Moi, j'adorais Chirac, mais politiquement, il y avait des trucs qui m'ulcéraient. Parce qu'en fait, Chirac, c'était un homme de gauche qui a officiellement été à droite, et Mitterrand, c'était un homme... Non, alors Chirac, c'était officiellement un homme de droite qui était en fait très à gauche, et Mitterrand, c'était un homme officiellement à gauche qui était en fait très de droite. Et quand il a été ministre de l'Information en Algérie, il ne s'est pas fait remarquer par un humanisme effréné. Donc, c'est là que je me dis, l'école, je déteste l'éducation nationale. Je les déteste à l'éducation nationale. Ils m'ont fait chier pendant tout mon secondaire, où si tu n'étais pas à l'extrême gauche, tu étais mort, et surtout quand tu faisais des langues vivantes. Alors que moi, quand j'ai étudié, par exemple, la guerre d'Espagne, j'ai vu que c'était beaucoup plus nuancé que ça. C'était la même violence des deux côtés. Les deux côtés, et pourquoi, quand tu es espagnol avant tout, tu es avant tout espagnol. Patriote, oui. Avec, et puis, le feu, la passion de l'espagnol. Pourquoi, brusquement, tu serais franquiste ou républicain? Les républicains faisaient bouffer leurs couilles aux franquistes, et les franquistes faisaient bouffer leurs couilles aux républicains. Mais on faisait toujours bouffer des couilles. Donc, là aussi, quand tu étudies l'histoire, tu te dis, c'est tellement plus complexe et ça compliqué. Donne un recul, bien sûr. Mais radicaliser tout, parce que tu es nul en histoire, moi je trouve que vraiment l'histoire, faudrait, s'il y a une matière qu'il faut reprendre à la base et réétudier pour ce qu'elle est, c'est vraiment l'histoire, y compris la période de la collaboration. Oui, mais tu as aussi ceux qui servent de l'histoire, comme par exemple, je pense, parce que je le vois souvent faire, Éric Zemmour, qui se sert de l'histoire et qui parfois se permet de la réinterpréter un petit peu pour justement justifier des choix politiques ou des opinions politiques. Tu vois, il y a ceux-là aussi. Voilà. Et là, tu vois, il a travaillé à RTL, Éric. C'était vraiment un charmant camarade, y compris un des rares qui avait des égards pour les gens du ménage. Parce que moi, ça, c'est mon baromètre. Ceux qui affectent de penser aux autres et qui disent jamais bonjour au monsieur Tamoul qui fait le ménage et qui doit se taper tous les gens de Fun Radio ou de RTL2 qui font des batailles au soda, et des fois tu te retrouves avec des trucs collés, ils se font chier comme des rats morts à tout nettoyer, et il y a des gens qui font des signalements pour dire le ménage est mal fait. Moi, ça, c'est mon vrai baromètre. Et Éric était adorable avec eux. Puis nous, on adore l'histoire, donc on parlait de Napoléon III. Moi, j'adore cette période. Lui, il est fan d'histoire, c'est ça?
c'est un vrai érudit. En revanche, son débat, par exemple, sur les prénoms, les prénoms français, les prénoms arabes, tu te dis, putain, pourquoi tu vas t'embourber? Pourquoi tu vas t'embourber là-dedans? Donc moi, quand je le vois, ça me fait plaisir de le voir parce que c'est décontextualisé de toute politique. Il a des trucs politiques que je partage, des trucs politiques que je partage pas. Et notamment ce débat sur les prénoms. Je peux comprendre pourquoi il le dit, mais tu te dis, putain, si on pouvait s'épargner cette polémique-là, qui ne sert à rien. Mais donc, ce que je regrette, tu vois, pour une personne comme lui, que moi j'ai connu à l'époque dans On n'est pas couché, que je trouvais très, très intéressant, etc., c'est encore une fois qu'il soit érudit d'histoire et que des fois ça vienne justifier des opinions qu'il a parce qu'il transforme un petit peu certains faits qui se sont passés ou qui se sont pas passés, j'en sais rien. Mais alors il les transforme pas, alors il peut les interpréter. Ouais. Mais tout le monde a cette tendance quand il y a des téléfilms où il se passe un truc dans les années 60 et tu te dis, tu tires un gros trait par rapport à 2025. Et des fois j'ai envie de dire, putain, laisse 1960 à 1960. Mais tu vois, par exemple, la période de la Seconde Guerre mondiale en France, c'est un truc où, entre les vrais collabos, les faux résistants, qui sont venus faire une guerre dans les derniers mois quand ils ont senti tourner le vent. Et que mon grand-père a vu rappliquer au Brésil et en Argentine. C'est pour ça qu'il y a tellement de blonds aux yeux bleus dans certains coins du Brésil et d'Argentine. Donc, et là, tu te dis, les vrais collabos, les faux collabos, les vrais résistants, les faux résistants, moi, c'est facile pour moi. J'ai été dans une famille de vrais résistants des deux côtés. C'est un confort moral phénoménal. Mais phénoménal. Est-ce que moi, dans cette époque-là, j'aurais résisté? D'abord, j'aurais couché avec un Allemand, forcément, parce que c'est comme ça que tu as des infos. Après, qu'est-ce que j'en aurais fait? À quel degré de trouille? J'ai pas de trouille physique. J'ai eu 4 agressions, j'ai pas de trouille physique. Mais quand tu es face à des gestapistes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'ils peuvent t'arracher les ongles, qu'ils peuvent t'arracher un œil. C'est intéressant que tu dises ça. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Moi, je trouve ça ridicule, les gens de notre époque, qui vont aller te dire, moi, à l'époque, j'aurais été... Mais on ne sait pas. Tu sais pas ce que tu aurais fait parce que... Et qui montrent du doigt... Nous, on n'a jamais vécu ces situations-là. Donc, tout à fait. Et encore moins moi. Je veux dire, donc tu sais pas ce que tu aurais fait. Et tu peux dire tout ce que tu veux, mais on n'a pas vécu ces situations-là. Moi, j'ai été agressée en 88, tailladée au cutter, sur le parvis de la Défense, avant qu'il y ait des éclairages, que ça dégueule d'éclairage partout. Je suis arrivée à RTL à VSD, le lendemain. Mon chef, que j'adorais, m'a dit ah ben bien sûr, et maintenant tu vas voter Front National. Je dis pourquoi cette réflexion? J'ai dit, mais en fait, donc, tu veux dire que quand on est soi-même concerné, ça change les choses? J'ai dit, ben non. D'abord, j'ai toujours pensé que je pouvais être agressée. J'ai eu plusieurs agressions après. J'ai dit, j'ai toujours pensé que ça pouvait m'arriver. Est-ce que ça va changer mon bulletin de vote? Mais bien évidemment que non. Oui, bien sûr. Donc, non, c'est pas parce que tu as vécu une seule petite chose que ça doit... effectivement, c'était des gens pas complètement suédois. Mais oui, et alors? Il y a d'autres cas où c'était des Français de souche qui m'ont... Tu vas pas les globaliser juste parce qu'il s'est passé un seul truc. Je globalise jamais, moi. Mais en revanche, oui, les gens, à partir du moment où ça leur arrive à eux, ont une façon de voir radicale. On arrive au moment du jeu, de l'interview un petit peu dans le noir. Donc le principe, c'est de te bander les yeux. Essaie de te poser des questions où tu vas nous répondre avec spontanéité et authenticité. Mais ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème venant de toi. Le premier souvenir qui te vient quand tu penses à tes parents? Le jour où ils m'ont oublié dans un magasin. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta vie, juste pour le ressentir à nouveau, lequel choisirais-tu? Ah, c'est une bonne question. J'aimerais revivre le jour où à l'école on m'a accusé d'avoir triché, c'était pas le cas. Je voudrais revivre ce moment pour qu'on me donne raison. J'étais assise à côté de la meilleure de la classe et l'institutrice, j'étais considérée comme nulle, a raison. L'institutrice donne un problème et dit il n'y a que les bons qui pourront trouver parce que c'est vraiment un exercice très difficile. Et moi, la fulgurance des nuls, je lis l'exercice et je me dis putain, mais c'est facile. Alors je suis persuadée que je me trompe. Donc j'écris en étant persuadée que c'est nul. Et ma voisine à droite s'appelait Corinne. Elle a tout de suite compris que j'avais juste. Donc, et on m'avait mise à côté d'elle parce que c'était la meilleure pour qu'elle ait une bonne influence sur moi. Tu parles. Et donc, là, elle copie. Et donc, on était les deux seuls à avoir trouvé. Et l'instit dit, ah ben évidemment, comme par hasard, Isabelle a juste. Et comme par hasard, donc elle dit à Corinne, Corinne, c'est pas toi qui as copié, bien sûr. Et Corinne, là, elle a été fortiche, parce qu'alors, elle a pris un air douloureux, d'un air de dire, je veux pas faire de délation, je ne dis rien.
Et je me souviens de lui avoir dit « T'es bien une salope, hein ?» Voilà. Donc, j'ai été punie pour avoir dit un mot grossier, j'ai été punie pour avoir triché, et j'ai été punie pour être nulle. Et j'ai été punie par ma mère au retour, qui a toujours eu peur du camp des ratons, et qui a dit « C'est une honte, Isabelle ». Et la mère de la fameuse Corinne, qui était venue nous chercher à l'école, pendant tout le trajet de retour, a dit « T'es quand même une honte. Tu es quand même une honte pour tes parents si brillants. » Et je me souviens, j'étais déjà logique, parce que j'avais dit à l'instit « Envoyez-moi au tableau, je vais vous le refaire in extenso, le truc, vous verrez bien que j'ai pas triché. » Donc voilà, j'aimerais bien revivre ce moment et lui mettre le nez dans son caca. Quelle odeur, à elle seule, te transporte dans un bonheur absolu ou dans une profonde tristesse? Le feu de bois. J'aurais jamais de cheminée de ma vie. Et mon rêve, c'était d'avoir une cheminée. Et l'odeur du feu de bois, des copeaux de bois, de tout ce qui est bois, de façon générale, que ce soit la terre, que ce soit les copeaux de bois dans une scierie, que ce soit le bois. C'est pour moi la matière la plus noble qui soit. Et bien évidemment, ce que je préfère, c'est un parquet, parce que c'est en bois. Donc l'odeur du bois et du feu de bois en particulier. Le paysage qui t'évoque un grand bonheur instantanément quand tu y penses? Alors, un paysage où il y a à la fois une prairie, des vaches dans une prairie, au loin le lac Léman pour ne pas le nommer, et 2 ou 3 arbres sur le côté. C'est mon paysage préféré. Quelle est ta plus grande peur, celle que tu n'avoues presque jamais? Mourir. À quel moment as-tu vraiment pris conscience de la fragilité de la vie? Le jour où mon frère a eu un accident d'avion et qu'on le pensait mort et qu'il a fait 4 mois de coma. Justement, est-ce que tu as un message pour ton petit frère? Ah mais mon frère, c'est la passion de ma vie. Je l'aime autant aujourd'hui que je ne l'ai pas accepté à sa naissance parce qu'on était une famille de 4, ma sœur, mes parents et moi, même si mon père était très souvent en déplacement. Et donc quand mon frère est né, je me suis dit c'est quoi cet élément perturbateur qui arrive 13 ans après, parce que ma mère a perdu plusieurs enfants entre. Et donc j'ai 13 mois d'écart avec ma sœur, 13 ans avec mon frère. Et mon frère, c'est comme on dit, un putain de mec. Il y en aura, je pense qu'il y en a 4 dans un siècle comme mon frère. Mon frère, je l'aime. Et enfin, quelle rencontre a bouleversé ton existence à jamais? Mon mari, hein. Ça, je dois dire que je pensais que ça serait le coup d'un soir, et ça a été le compagnon d'une vie. Donc voilà, alors j'ai passé la moitié de ma vie à le chercher parce que chaque fois il partait devant, le nez au vent, là ça m'exaspérait. Et j'ai passé l'autre moitié de ma vie à regretter de l'avoir retrouvé. Mais bon an, mal an, ça a été mon compagnon, mon amant. Alors il était très modeste dans ce domaine, il avait tort d'ailleurs, hein, parce que c'était une belle matière première, même du gâchis avec moi, parce que moi je suis née un peu fatiguée. Hein, donc quand je voulais faire une blague, je lui disais, et qu'il me sollicitait, parce qu'il a eu la gentillesse de me solliciter jusqu'à ce qu'il soit très malade. Et donc, quand il me sollicitait que j'avais pas envie, je lui disais, écoute, fais ce que tu veux, moi je dors. Réveille-moi quand t'as fini. Donc, ça le faisait mourir de rire. Et on a on s'est beaucoup bouffé le nez. On s'est beaucoup disputé, notamment par son manque de diplomatie, parce qu'il était nul en bricolage. C'est quand même le seul mec qui, pour fixer une étagère, met le truc au milieu, en disant j'épargne une tige. Après, tu t'étonnes que les affaires, elles fassent de la balançoire dedans. Mais pour le reste, un cador. Il faisait partie de la Mensa, les 5% ou les 15% des gens les plus intelligents au monde. C'est pour ça que ça me rassurait qu'il soit con en bricolage. Parce que je me disais, ouais, voilà. Si c'est ça le mec le plus intelligent au monde, ça peut aller. Mais en revanche, vous lui disiez 26 375,53 plus 27 1238, en 30 secondes, il vous trouvait le truc. Mais pour le coup, on a ri ensemble comme j'ai jamais ri avec personne à part ma mère et mon frère. Et chaque fois qu'on voyait un truc à la télévision, je lui disais, mais t'en rends compte? Ou alors, quand je manquais d'explications sur un sujet scientifique, je lui disais, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Et je lui faisais confiance là-dessus, comme moi il me faisait confiance sur d'autres trucs. Il s'est toujours contrefoutu de mon travail, il a jamais compris ce que je faisais, ça l'a jamais intéressé, et ça m'allait très bien d'être dans une famille où on s'intéresse pas beaucoup à ce que je fais. Et donc mon mari, oui, c'est vraiment la rencontre. J'ai passé 44 ans à me dire, est-ce qu'on va finir ensemble? Et puis quand il est mort, je me suis dit, en fait, on a fini ensemble. Hein, voilà, on avait acheté un petit appartement pour y passer nos vieux jours. J'espère qu'il n'y aura pas de vieux jours. Je resterai éternellement jeune parce que, voilà, j'ai pas le choix. Mais je le fais vivre.
C'est vrai que je le fais revivre tout le temps parce que je cite toujours les trucs qu'il disait. Ouais, bien sûr. Il a une phrase force, je vous conseille de la méditer. C'est pas quand on a fait dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. Il en avait plein des comme ça qui, moi, me faisaient beaucoup rire. Et ben, à méditer, c'est intéressant. Ou alors le comble du culot, c'est de faire ses besoins devant la porte de quelqu'un et frapper pour demander du papier. C'est con, mais ça me fait rire. Isabelle, merci pour l'authenticité. Vraiment, pour le coup, tu peux retirer le bandeau. Tu parles de ton mari au présent. Je sais pas, sur certains moments, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu parles de lui au présent. On l'a évoqué un petit peu au début, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça, si toi, ça te dérange pas. Là, dernièrement, tu as vécu vraiment une période hyper compliquée parce qu'il y a eu ta maman qu'on a évoquée tout à l'heure et qui est un personnage très important dans ta vie. Et puis ton mari avec qui, justement, bah, tu as passé pratiquement l'entièreté de ta vie. Comment tu as vécu tout ce moment-là et comment tu fais, même j'imagine encore en ce moment, pour surmonter ce moment-là et pour continuer à avancer? La chance que j'ai, c'est que mon mari, il a souvent été en déplacement. Il a vécu 7 ans en Allemagne. Il pensait que j'allais le rejoindre. Je l'ai jamais rejoint, mais j'allais le week-end. Donc, quelque part, je me dis, il est en déplacement. Il est longue durée, il est en déplacement. Oui. Alors, ce qui est douloureux, c'est l'expérimentation des premières fois. Les premières vacances sans lui. Là, ça va être le premier Noël sans lui. Le premier trajet en voiture sans lui. On discutait beaucoup en voiture. On discutait beaucoup aussi en voiture parce que là, un espace clos. Ce qui est douloureux, c'est vraiment les moments où on communiquait beaucoup. Moi, quand je l'ai connu, il était à l'extrême gauche. Moi, non. Donc, mais on ne s'est jamais disputé sur la politique. Mais jamais, jamais, jamais. On a toujours admis qu'on avait des... Il n'y a que sur Raoult, où il était pro-Raoult à fond la caisse, et moi pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, à la longue, ça me gonflait, quoi. Mais sinon, on ne s'est jamais disputé pour des sujets de fond. On s'est toujours disputé pour des conneries, alors qu'il prenait des ampleurs sur sa mère, sur ça. Mais sinon... et donc, effectivement, il me manque pour les choses du quotidien. Il y a des petits moments où tu te dis, putain, là, il aurait dit ça ou il aurait fait ça. Ah ben, constamment. Là, notamment sur l'autoroute Castres-Toulouse, sur le glacier qui est tombé, là, en Suisse. Ouais. Ça... Ne branchez pas là-dessus parce que quand on dit comment ça se fait, réfléchis du con, tu verras pour comment ça se fait. Et les journalistes ont une lourde responsabilité là-dessus. Et donc là, le journaliste intervient et dit « Ah là là, on a évité le pire ». Et là, mon mari aurait dit comme moi, mais je me suis dit, là, il aurait dit tout de suite, mais non, du con, t'as pas évité le pire, c'est annonciateur du pire. Et il y a tous les glaciers en France, les inondations que ça va provoquer, les lacs qu'il va falloir évacuer. D'un dysfonctionnement, on va en créer 12 000. C'est un cercle. Voilà. Et là, en tant que scientifique, Alain, là, il aurait été... Quand on va à Chamonix l'été, on entend tomber les blocs de pierre, parce que le permafrost a fondu. Ça annonce le pire. Les guides qui veulent pas sortir, ils ont l'habitude du risque. Ils sont quasiment tous morts en montagne. Ils meurent tous en montagne. Mais ils veulent prendre des risques mesurés, pas des trucs de cons comme ça. Donc là, il intervient, ou alors des trucs absurdes, justement les micro-trottoirs, comme moi. Il disait tout le temps, non mais attends, j'ai rien vu. Si t'as rien vu, ferme ta gueule. Il ponctuait toujours comme ça. Ouais. Et on était toujours d'accord là-dessus. En revanche, oui, il est quelque part intégré dans ma vie, surtout que mon mari n'avait absolument pas peur de la mort. D'accord. C'était, on y est, on n'y est plus. Et puis, comme en plus, il croyait... Alors, il était très croyant, il croyait à la vie future, sans l'identifier vraiment. Donc, ça lui posait, mais aucun problème. Oui, je vais expérimenter autre chose. Alors que tout ce qu'on peut dire de la mort, c'est le moment où on cesse de vivre, parce qu'on ne sait strictement rien de ce qui se passe après. Il était persuadé qu'il allait avoir une autre vie sur... Tout à fait. Or, moi, je fais partie des gens qui, quand ils mettent le pied dans l'eau pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc, moi, entrer dans l'inconnu absolu... Ça te fait peur? Ah ben oui. Alors, il y a deux choses. Peur de la mort, oui. Même si en philosophie, on apprend que pourquoi en avoir peur, parce que quand on y est, elle n'y est pas, et quand elle y est, on n'y est plus. Donc, mais oui, ça me fait peur, parce que j'aime pas l'inconnu. J'aime pas le changement, j'aime pas l'inconnu. C'est aussi pour ça que je suis restée avec mon mari. Mais puis que je m'emmerdais moins avec lui qu'avec d'autres. Mais en revanche, il y a aussi autre chose qui me perturbe dans la mort. C'est que je ne supporte pas l'idée que le monde continue à tourner sans moi. Ouais, d'abord parce que tout ce que j'aime regarder, je me dis ça, je le verrai plus. Souvent, je me dis ça, je le verrai plus. La petite mémé qui te sourit dans la rue, je la verrai plus. Le chien qui se gratte le cul, je le verrai plus. Les jolies choses, les gens qui se sourient, je les verrai plus. Les choses moches, je les verrai plus. Je pourrais pas les corriger. Ça me perturbe vraiment. Et je me dis, la vie va continuer. Le monde va continuer sans moi. Mais comment il peut? De quel droit?
Ouais, surtout quand Donc, on remarque surtout qu'en plus, quand des personnes décèdent en général, alors à la télé ou pas d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, les personnes décèdent et puis il y a le moment du deuil, etc. Et puis la vie reprend son cours tout doucement. Très vite. Ouais, très rapidement. Et alors qu'on pourrait se dire, les gens vont rester bloqués, mais il y a très peu de personnes. C'est pour ça que je déteste dans les nécros. Moi, je me débrouille toujours, comme tout le monde, je me débrouille toujours pour finir sur un petit truc rigolo qu'avait dit la personne. Mais jamais, la phrase que je déteste le plus, c'est « il va tellement nous manquer ». Du con, il a disparu pendant 20 ans, tu t'es jamais demandé ce qu'il devenait. Ouais, et là, maintenant... Maintenant, tu te dis « oh là là, mais qu'est-ce qui va nous manquer ? Le monde sera plus pareil sans lui ». Ah oui ? Et demain, tu vas pas te lever, tu vas pas prendre ton café. Et ce qui cimente la vie, c'est pas du tout les grandes choses, c'est les toutes petites choses. Et moi, quand j'ai eu le deuil de mon neveu, celui qui est mort à l'âge de 3 ans, je me suis fait un café le matin. Je me suis dit, c'est ça la vie. T'es écrabouillé de chagrin, mais tu t'es maquillé quand même. Et tu as pris ton café. Et tu as continué. Et ce qui cimente la vie, c'est la tasse de café que tu prends dans ta main. C'est toutes les toutes petites choses, le pas devant l'autre. Voilà. Le truc de ma vie, c'est le pas devant l'autre. Ça n'empêche pas d'avoir des grandes exaltations et tout. Mais moi, se relever toujours, et avancer, voilà. Moi, c'est absence de malheur égale bonheur. Donc, a priori, on doit dire, je me prépare déjà. Voilà. C'est quand on disait la grande époque où on disait, faut tout expérimenter dans la vie. Mes copines qui avaient la liberté sexuelle, elles n'ont pas compris. C'était aussi, donc elles se tapaient tous les gens qui voulaient, parce que, oh là, au nom de la liberté sexuelle. J'ai dit, mais la liberté sexuelle, moi, je toujours, voilà, quand je trouve ça chiant, je trouve ça chiant. Oui, ça peut être aussi de s'abstenir, quoi. Ouais. Ça peut être aussi s'abstenir, y compris d'ailleurs au passage les hommes, parce que quand on dit, en parlant de viol conjugal, on dit la notion de viol conjugal est retenue. Mais attends, mais si moi j'avais fait l'amour, je savais que j'avais envie de faire l'amour, je serais peut-être encore vierge. Hein. Donc, alors que le mec qui rentre chez lui le soir, qui s'est fait insulter par son chef haillon, qui en a pris plein la gueule, qui a eu l'ordinateur qui s'est planté, qui a eu 12 000 merdes, qui a dû changer son mot de passe de merde qu'il faut changer tous les 3 mois, il rentre chez lui. Sa femme, qui a peut-être, pour ceux dont la femme ne travaille pas, elle veut être honorée. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de se foutre avec une bière devant la télévision et glander. Et s'il ne l'honore pas, moi j'ai une copine qui est comme ça. Elle me dit, tu te rends compte, il ne m'a pas demandé une seule fois de la semaine. J'ai dit, mais il est peut-être tout bêtement crevé. Elle me dit, ouais, mais quand même, il doit. J'ai dit, ah, mais toi aussi tu es dans le devoir conjugal. Là. Il y a toujours un moment dans un couple où l'un a moins envie que l'autre et où l'autre le fait pour faire plaisir, pour dire de faire comme tout le monde, parce qu'elle se dit que peut-être ça va venir, c'est en forgeant qu'en faisant forgeron, hein, c'est dans baisant qu'on devient baison. Peut-être que tu te dis, voilà. Donc la vie, elle est tellement plus, là aussi, plus complexe, plus nuancée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire penser ? Mais c'est bien que tu le dises. Ça, j'en parlais avec mon mari. On en parlait tout le temps. Ça, c'est bien que tu le dises, je trouve, parce que c'est des choses qui, effectivement... les a priori via les réseaux sociaux, la télé, etc. On peut se dire, oh là, mais eux ils font comme ça, eux ils font comme ça, eux ils font comme ça. Et nous, il n'y a pas de modèle. C'est un peu différent, mais il n'y a pas de modèle. Moi, il y avait un célèbre présentateur qui officie en ce moment à CNews, qui était avec une animatrice de télévision. Et alors, il l'amenait au sommet du Tanganyika. Il dit, regarde, nous, on n'est pas comme les ploucs qui font leurs courses le samedi matin. Et il me raconte ça en pensant que je vais acquiescer. Je dis, mais il me dit, tu ne trouves pas, tu n'es pas d'accord ? Nous, on a une vie dense, intense. Je dis, pardonne-moi, oui, tu peux aimer faire des trucs comme ça. Moi, j'étais très amie avec celui qui est mort dans le Zambèze, là, de Dieu le veut. Ouais. Je dis, mais si tu es riche, tu vas être riche en faisant tes courses. Tu vas remarquer des choses. Si tu es pauvre, on voit bien avec le surtourisme. Hein, ils rapportent des photos, ils rapportent des selfies. Qu'est-ce qu'ils ont acquis en profondeur sur le peuple, sur ce qu'ils voyaient ? Eh ben, rien. Pas grand-chose, ouais. Moi, j'ai fait un grand reportage aux Philippines pendant 1 mois et demi. Honnêtement, j'ai vu des trucs incroyables. Mais c'est pas la pollution. Les chauffeurs de taxi qui arrêtent les voitures avec leurs pieds. Leur taxi avec leurs pieds, t'imagines ça ? Et les combats de coqs. Avec les gamins qui élèvent leur coq et qui le poussent qui font des crochets en fer pour qu'ils crèvent l'œil de l'autre coq. Et on me disait, ne va pas dans ces zones, c'est dangereuse. Les mères maquerelles, les gros Autrichiens qui rentrent avec des petits garçons qui ont des bassins comme ça. J'étais là pour une course de bateau officiellement, qui a duré 1 mois et demi en mer de Chine, avec les pirates et tout. Ils n'ont rien vu. Les marins, ils sont rentrés avec des chaudes pisses parce qu'ils sont tapés des gens qu'ils n'auraient pas dû se taper, qui n'étaient pas complètement sains physiologiquement. Ils n'ont rien remarqué de la vie du pays. Alors moi, je ne donne pas de grandes leçons, mais en revanche, je me suis vraiment mêlée aux gens. C'est là que tu vois d'ailleurs que tu as tort. Parce que quand tu es européen et que tu veux manger comme eux,
eux, ils sont habitués à ça. Toi, tu manges 3 jours comme eux. Mais t'es mort, on en parlait il n'y a pas longtemps. Tu as une diarrhée, mais que je te raconte pas. Parce que non, ton organisme, il n'est pas préparé à ça. Ouais, donc, en Inde, quand j'ai fait Pékin Express, ils étaient fascinés par les saris, les machins bidules. Moi, j'ai été fascinée par le fait que tu avais des aigles qui surplombaient les charniers, les décharges. Et pourquoi? Parce que sur les décharges, tu avais des petits bébés dont les femmes se débarrassaient avec encore le cordon ombilical et tout. Et que les aigles, ça, et les rats, ça les intéressait. Et mes camarades, ils n'ont rien remarqué. Quand ils étaient pendant les pauses, ils étaient en Sheraton. Moi, comme je suis pas trouillarde en plus, je marchais. Et quand tu marches, tu découvres des choses. Et pas de femmes dans les rues. Nous, quand on nous touchait la main, ils considéraient les Indiens qu'on leur appartenait. Donc, quand j'ai demandé à un jeune de Bollywood qui nous surveillait, je lui ai dit, mais est-ce qu'il se passe un truc, là? Il m'a dit, oui, ne vous laissez absolument pas toucher. Parce que si vous leur appartenez. Donc, et puis les vaches sacrées, elles sont sacrées vivantes, mais elles sont sacrées mortes. Donc tu croises des vaches avec une langue bleue comme ça qui sort et des glaucomes. Tu te dis, mais c'est un pays béni des dieux, l'Inde, parce que c'est un miracle qu'une pandémie ne soit pas partie de l'Inde. C'est incroyable. Donc, et ça, quand tu observes, ça te rend encore plus nuancé, encore plus humble et encore plus croyant quelque part, parce que tu dis, mon Dieu, le monde court à sa perte, fais en sorte que ça soit le plus tard possible. On arrive sur une petite carte, Isabelle, je te laisse piocher. Raconte le plus grand moment vécu sur le plateau de TPMP. Alors là, il y en a eu plusieurs, j'imagine. Vraiment. Alors, quand j'ai fait du badminton avec Cyril, c'est tout con, mais moi, je suis une grande joueuse de badminton. J'en ai plus fait depuis la maladie de mon mari. Cyril m'avait promis un match. Et bien évidemment, on a fait le match au moment le plus inopportun pour moi. Je me sentais pas bien. Voilà, il y avait une journée compliquée à RTL. Et avec les lumières, quand le volant il passe dans la lumière, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Et néanmoins, il s'est rendu compte que j'étais pas complètement naze là-dessus. Donc, ça m'a fait plaisir. Mais le vrai grand moment, alors c'est un moment qui est un peu honteux. J'étais partie faire une épreuve que nous faisait faire Cyril. C'est-à-dire que tu prends 100 tonnes de litres sur la tête d'eau. Et je reviens et je regarde mon portable. Et sur mon portable, il y avait écrit « Non, merci, pas ce soir, je suis pas d'humeur. » Et je me dis « Qui m'envoie ça ?» Et je remonte dans les messages et je vois que Mathieu Delormeau avait envoyé un message à mon grand patron de RTL, mais le grand patron de l'information et tout, où il m'avait fait écrire « J'ai envie de me faire bourrer le cul, est-ce que tu es libre ?» Et moi, je me dis « Mais c'est une honte. Tu te rends compte, tu as écrit ça à mon grand patron de RTL ?» Et donc l'autre, avec humour, s'est douté qu'il y avait un truc et m'avait répondu ça. Oui, parce qu'il savait que tu étais sur Et il l'avait envoyé à plein de gens, comme ça. Donc j'ai passé ma journée du lendemain à recontacter des gens. Et lui, alors Cyril, ça l'a fait rire pendant 2 heures. Mathieu, ça l'a fait rire pendant 2 heures. Moi, ça m'a fait rire après coup. Parce que sur le moment, j'ai eu tellement honte. Mais voilà. Et c'est qui, c'est une partie quand même importante de ta vie, sur Touche pas à mon poste, est-ce que tu as cultivé des vraies amitiés avec certaines personnes? Gilles Verdez, ouais. Curieusement, alors là, comme chaque fois, il communique par des SMS scud. Je vais bien me méfier, hein, Mathieu. Mais Mathieu, c'est quelqu'un que, curieusement, parce qu'il n'est pas facile à aimer, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime pas sa sphère, j'aime pas le monde dans lequel il évolue, mais c'est quelqu'un auquel je suis très attachée. Rien que déjà ça, il va m'envoyer un scud en disant « T'es toxique, mêle-toi de tes affaires ». Pardon Mathieu. Et sinon Gilles Verdez, qui est dans la vie, il est... C'est vraiment... Alors, c'est un ami de temps de guerre aussi. Tu peux l'appeler en disant « J'ai un souci ». Gilles, il va être toujours présent. C'est vraiment un mec bien. À l'antenne, je trouve que c'est une hyène. Mais c'est ce que j'allais te dire. Mais est-ce qu'il est dans la vie comme à l'antenne? Parce qu'à l'antenne, on a l'impression que des fois, il surjoue des trucs. Alors, dans la vie, j'ai rarement... Alors, si, il doit s'énerver dans des débats et tout. Nous, il vient faire le foot à RTL parce qu'il touche sa bille, hein, foot. Oui, il est costaud, il est trapu. Je contesterai jamais un truc qu'il est en foot, sauf si je chie sur Olivier Giroud, parce que moi j'adore Giroud. Mais à part ça, il est dans des débats, il peut être hystérique. Ouais. Mais naturel, des fois dans RTL, sur TPMP, sur Tout Beau Tout Neuf,
il peut être amené à surjouer un tout petit peu la colère contre l'un des chroniqueurs. Dans la vie, il peut participer à un débat et être extrêmement violent. Si, là, il ne surjoue pas. En revanche, dans la vie, quand il est calme et tout, c'est la gentillesse incarnée. Il est tout sauf signe extérieur de richesse. Il prend le métro comme moi. Il est présent. J'aime beaucoup Fatou aussi, qui est beaucoup plus radical que lui. Pas à l'extrême gauche, hein. Donc, pas politiquement, mais elle est Fatou, elle est dans la vraie vie, quoi. Dans la vie de tous les jours. Quand il dit quelqu'un est bien juste parce qu'il est noir, elle lui dit mais t'es con ou quoi? Un jour, une Miss France, il était pour une Miss régionale à Mulhouse. Je lui dis, toi, forcément, tu vas choisir la jeune femme noire. Il me dit, ben oui. Je lui dis, mais honnêtement, c'était pas la plus jolie. Là, dans la sélection qui arrive, il y en a une qui est absolument ravissante. Si elle gagne pas, ce sera injuste. Mais là, c'était juste à cause de la couleur de sa peau. J'ai dit, écoute, Gilles, on n'arrête pas de dire que la couleur de la peau n'a pas d'importance. Et toi, tu fais exactement le contraire. Je dis, c'est nul, ça, c'est vraiment nul. Et Fatou, elle est venue me voir en disant, je suis sûre qu'elle a voté pour une telle, la jeune femme black. Je lui dis, ben oui. Elle me dit, elle est allée le voir, elle lui dit, t'es con, quoi. T'as pas vu, elle a les genoux cagneux, elle a... Donc il est vraiment pas... Fatou a une morphologie de mannequin. Fatou est vraiment belle, une morphologie de mannequin. Et il est vraiment très amoureux et tout et tout. Mais dans la vie, il est super calme. Super calme, limite pathologique, donc quoi. Différent, quoi. Vraiment oui, différent. Neurasthénique. Hein. Au 19e siècle, on aurait dit qu'il aurait des humeurs, de la mélancolie, ce qu'on appelait la mélancolie. C'est une vraie pathologie. Il reste vraiment très calme. Il reste, il reste inaltérablement... Et il vient toujours demander comment tu vas. Quand il est venu en avril me dire comment va Alain. Je lui dis, il est mort. Et il en a, mais vraiment physiquement, comme dans une BD, il a lâché ses 2 sacs. Il me dit, mais comment j'ai pas su? Il était au bord des larmes, en disant, mais comment j'ai pas su? Mais j'aurais dû savoir. Mais j'aurais dû. Je dis, tant Gilles, chacun vit sa vie. Chacun fait comme il peut. Non, tu n'avais pas à le savoir. Je ne l'ai pas médiatisé. J'ai dit à RTL parce qu'il y a un congé légal à prendre. Et j'ai assuré ma chronique avant de partir aux obsèques. Ou d'ailleurs, tu as le risque d'être pris pour insensible. Si tu masques parce que les gens, ils ont tous leurs soucis. Ils vont aller dire que... Je trouve qu'il y a une vraie pudeur à ne pas dire je souffre. Donc moi, je ne l'ai pas dit à RTL. J'ai fait ma chronique et je leur ai dit pardon, je ne serai pas là demain parce que j'ai les obsèques de mon mari. Et je le dis le plus platement possible. Et il y en a un qui m'a envoyé un message pour dire comment tu peux rester aussi calme. Moi, je pleure quand je suis toute seule. Et quand j'arrive pas à ne pas pleurer quand je suis toute seule, je m'en veux. Oui, j'essaie de garder ta dignité quand même. Donc les gens, ils ont leur propre souffrance, tu vas pas leur imposer les tiennes. Bien sûr. Donc je l'ai pas dit. Mais là, je lui ai dit comme ça. Mais sa réaction m'a touchée parce que c'était vraiment celle d'un véritable ami. Et Cyril, pour le coup, à l'antenne, ça c'est un de mes plus beaux moments. Il a rendu un hommage à mon mari avec des extraits d'émissions. On avait fait La famille en or. Mon mari, mon fils et moi et des amis. Et donc, il a montré des images. Il a dit des choses très gentilles sur Alain. Pascal Praud a fait la même chose, parce qu'on a compagnonné à RTL avec Pascal pendant des années. Et Pascal de la Tour du Pin, qui est une fille, merci à Cyril de m'avoir fait découvrir Pascal de la Tour du Pin et H2O, son associé Lionel Stan, parce que j'ai découvert une fille, j'avais de la sympathie pour elle, je ne la connaissais pas, j'ai découvert une fille absolument géniale. Cyril m'avait un peu écarté de TPMP, c'est son droit le plus strict, c'est le chef, mais il m'a autorisé à faire Pascal de la Tour du Pin. Et comme il m'avait autorisé à faire l'émission de Mathieu Delormeau sur les people. Et j'ai adoré la faire avec Mathieu, et Pascal de la Tour du Pin, j'ai découvert une jeune femme lumineuse, solaire, normale, candide au bon sens du terme, c'est-à-dire ne voyant pas le mal nulle part. Et quand elle a fait une émission avec Éric Nolot et Yann Moix, elle a fait une émission superbe. Et aussi, on dit des choses très gentilles sur mon mari. J'ai d'ailleurs découvert Yann Moix, parce que pour moi, je ne pouvais pas le piffrer. Je trouvais que c'était un radical et tout et tout. Et j'ai découvert, avec Pascal de la Tour du Pin, je savais qu'il avait du talent, mais je l'ai vraiment découvert. Et maintenant, j'espère qu'avec Pascal, on va rester amis très longtemps, parce que c'est une des rares personnes où tu te dis, elle, je la veux comme amie à vie. Ouais, tu as envie de la garder. Ouais. En tout cas, Isabelle, on va finir là-dessus. Moi, je suis très, très content de t'avoir reçu. C'était une conversation hyper intéressante. Donc vraiment, c'était un plaisir et je te remercie encore d'être venu participer à notre podcast. Non, c'est moi qui vous remercie et qui donc apologize. C'était un plaisir. Merci beaucoup.